Le matin de Noël, j'ai déballé mon cadeau et je me suis figé. C'était exactement la même montre que j'avais offerte à mon père l'année précédente. Il ne s'en souvenait même pas. Chacun continuait d'ouvrir ses cadeaux. J'ai posé la boîte et je suis parti discrètement. Une semaine plus tard, ma mère m'a demandé pourquoi j'avais l'air distant. Je m'appelle Lucas. J'ai 29 ans, et je dois vous raconter le Noël qui a fondamentalement détruit toute ma compréhension de ma place au sein de ma propre famille. Je sais que cela semble dramatique. Laissez-moi vous expliquer. Les choses empirent avant de s'améliorer. Et honnêtement, avec le recul aujourd'hui, je ne changerai rien. Mais nous y viendrons. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. J'ai grandi dans une banlieue de Lyon. Un quartier plutôt agréable, le genre où tout le monde a un nettoyeur haute pression qu'il utilise exactement 2 fois par an et un garage plein de choses qu'il jure de ranger ce week-end. Mes parents sont Gérard et Catherine. Mon père est un directeur des opérations à la retraite. Ma mère est une agente immobilière semi-retraitée qui prend encore quelques mandats de temps en temps parce qu'elle dit que cela la garde en forme. Ils sont mariés depuis 34 ans. Mon frère aîné est Alexandre. Il a 33 ans. Il vit à environ 40 minutes de chez nos parents avec sa femme Margot et leurs 2 enfants, Léo et Chloé. Et puis il y a moi, le second, celui qui a toujours juste été un peu là. Écoutez, je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que mon enfance a été misérable, parce que ce n'était pas le cas. J'avais de la nourriture, des vêtements, un toit au-dessus de ma tête, des parents qui, techniquement, étaient présents. Mais il y a une différence entre être présent et être vu, et je l'ai compris très tôt. Alexandre était l'enfant prodige, mention très bien au bac, capitaine de l'équipe de rugby, il a intégré une grande école de commerce, et on aurait cru qu'il avait guéri une maladie à entendre la façon dont mes parents en parlaient. À chaque fête, à chaque dîner de famille, à chaque appel téléphonique anodin un mardi, la conversation tournait toujours autour d'Alexandre, de ce qu'Alexandre faisait au travail, de la façon dont les enfants d'Alexandre étaient dans le 98e centile pour la taille. De la façon dont Margot avait préparé le bœuf en croûte le plus incroyable dimanche dernier. C'était comme vivre à l'intérieur de la lettre d'information sur la vie de quelqu'un d'autre. Moi. J'ai fait un DUT, puis une licence professionnelle à l'université, j'ai obtenu un diplôme en système d'information et j'ai décroché un emploi solide dans l'infrastructure informatique pour une PME de logistique. Ce n'est pas prestigieux, mais je suis doué pour ça. Je gagne bien ma vie, et j'aime vraiment mon travail. Mais aux yeux de ma famille, j'aurais tout aussi bien pu plier des serviettes dans une laverie automatique. Non pas qu'ils aient jamais dit quoi que ce soit de cruel ouvertement. C'était juste ce faible bourdonnement constant d'indifférence, comme si j'étais un meuble confortable, fonctionnel, qui ne valait pas la peine que l'on fasse des commentaires à son sujet. J'ai commencé à le remarquer davantage en vieillissant. Lors des repas de famille, maman passait 20 minutes à interroger Alexandre sur son dernier projet au cabinet de conseil, puis se tournait vers moi et disait « Et comment vas-tu, mon chéri ?» avec un ton qui donnait l'impression qu'elle cochait une case. Mon père était pire, d'une manière différente. Il ne posait tout simplement aucune question. Nous étions assis dans la même pièce à regarder le rugby et le maximum que j'obtenais était un signe de tête et un « passe-moi la télécommande ». Je me suis longtemps dit que les pères étaient comme ça. Certains hommes ne sont pas très bavards. Certains hommes montrent leur amour en étant dans la pièce. J'ai cru cela pendant longtemps. L'histoire de Noël se préparait en fait depuis des années sans que je m'en rende compte. Chaque année, je réfléchissais vraiment aux cadeaux pour ma famille. Je parle de recherche, de planification, la totale. Pour maman, une année, j'ai trouvé un exemplaire de la première édition de son livre de cuisine préféré des années 70, celui qu'elle disait que sa propre mère utilisait. Elle m'a serré dans ses bras, a dit que c'était gentil, et je l'ai vu sur une étagère dans la chambre d'amis 3 mois plus tard, toujours dans son papier de soie. Pour Alexandre et Margot, j'ai réservé un week-end dans ce domaine viticole dont ils avaient parlé. Ils y sont allés, ont passé un excellent moment, et n'en ont plus jamais reparlé. Mais le cadeau pour papa est le véritable point de départ de cette histoire. Le Noël dernier, celui d'avant l'incident, j'ai passé des semaines à chercher la montre parfaite pour mon père. Pas une marque de luxe extravagante, mais une très belle montre automatique avec un bracelet en cuir, gravé au dos avec ses initiales et l'année de sa retraite. Elle m'a coûté environ 600 €, ce qui, pour mon budget de l'époque, était important. Je l'ai emballée moi-même,
j'ai écrit une carte sur combien j'admirais son éthique de travail et comment il m'avait appris la valeur d'être présent tous les jours. Des choses vraies qui venaient du cœur. Il l'a ouverte le matin de Noël, l'a regardée, a dit « Oh, c'est élégant. Merci, mon grand », et l'a mise de côté pour regarder Léo déchirer l'emballage d'un camion en jouets. Je ne l'ai pas vu la porter une seule fois au cours des 12 mois suivants. Pas une seule fois. Mais je me disais qu'il la gardait peut-être pour des occasions spéciales. Peut-être qu'il ne voulait pas la rayer. Les gens font ça avec les belles choses, n'est-ce pas? Avance rapide jusqu'à ce dernier Noël. Toute la famille dans la maison de maman et papa, comme toujours. Le sapin était installé. Charles Aznavour jouait sur une enceinte que papa ne sait toujours pas comment connecter au Wi-Fi, et Margot avait apporté une sorte d'amuse-bouche aux figues et au fromage de chèvre que tout le monde traitait comme une révélation culinaire. Je suis arrivé avec mes cadeaux, y compris une très bonne bouteille de whisky pour papa cette année et un kit de décoration faite à la main que j'avais préparé pour les enfants. Nous nous sommes assis autour du sapin et avons commencé à ouvrir les cadeaux. Alexandre a eu une nouvelle doudoune de la part de maman et papa. Margot a eu une carte cadeau pour un spa. Les enfants étaient ensevelis sous le papier cadeau, des choses classiques. Puis maman m'a tendu une boîte et a dit « Celle-ci est de la part de papa ». J'ai souri, je l'ai ouverte et je me suis figé. C'était une montre, une très belle montre automatique avec un bracelet en cuir, avec les initiales de mon père gravées au dos et l'année de sa retraite. C'était exactement la montre que je lui avais offerte l'année précédente. Mon père m'avait rendu mon propre cadeau. Il ne se souvenait même pas que c'était moi qui la lui avais offerte. Je suis resté assis là à la regarder pendant que la pièce bourdonnait de papier cadeau et de rire autour de moi. Personne n'a remarqué. Personne ne m'a vu retourner la montre et lire la gravure que j'avais personnellement choisie 12 mois plus tôt. Personne ne m'a vu fermer la boîte et la poser doucement sur la coudoir du canapé. J'avais l'impression qu'on m'avait coulé du béton dans la poitrine. Je n'arrivais pas à respirer correctement, mais je ne pouvais pas non plus faire un scandale, parce que ce n'est pas mon genre. Ça ne l'a jamais été. Je suis celui qui est facile à vivre, celui qui ne pose pas de problème. J'ai attendu environ 10 minutes, puis je me suis levé et j'ai dit que je devais prendre quelque chose dans ma voiture. Je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là. Le moteur était éteint. Les vitres s'embuaient. Je pouvais voir la lueur du sapin de Noël à travers la fenêtre du salon, et je pouvais entendre des rires étouffés venant de l'intérieur. Ma famille était là-dedans, passant un bon moment, et aucun d'entre eux n'avait remarqué que j'étais parti. Je suis resté assis dans cette voiture pendant près de 20 minutes avant d'allumer le moteur et de rentrer chez moi. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je suis simplement parti. Et voici la partie qui me dérange encore. Il a fallu près de 3 heures avant que quelqu'un ne me contacte. Et ce n'était pas un appel. C'était un SMS de maman qui disait « Tu es parti ? Je pensais que tu restais pour le dîner. » C'était tout. Aucune inquiétude. Pas de « Est-ce que tout va bien ? » Juste une question logistique concernant une place à table. J'ai répondu « Oui, je ne me sentais pas très bien. » Joyeux Noël. Et ce fut la fin de ma journée de Noël. Une semaine a passé, une semaine complète. Et puis maman m'a appelé le jour de l'an et a demandé de ce ton désinvolte, presque léger, et « Tu as semblé un peu distant dernièrement. Tout va bien ? » Distant ? C'était le mot qu'elle a utilisé. Comme si j'étais un thermostat qui avait besoin d'être réglé. Et quelque chose en moi a tout simplement craqué. Pas de manière dramatique, pas en criant, mais d'une manière calme et profondément fatiguée. Parce que j'ai réalisé que j'avais passé 29 ans à jouer pour un public qui ne regardait pas. Et j'en avais fini. Ce que j'ai dit à ma mère lors de cet appel et ce qui s'est passé ensuite est une chose à laquelle je pense encore tous les jours. Alors, j'étais là, le jour de l'an, debout dans ma cuisine, tenant le téléphone pendant que ma mère me demandait pourquoi j'avais été distant. J'avais le choix. Je pouvais faire ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire prendre sur moi, dire que j'allais bien et continuer à être invisible, ou je pouvais dire la vérité. Et honnêtement, j'étais tellement fatigué que la vérité est sortie toute seule avant que je puisse l'arrêter. J'ai dit, « Maman, papa m'a rendu la montre que je lui ai offerte à Noël dernier, celle que j'avais fait graver. » Il ne savait même pas qu'elle venait de moi. Il y a eu une pause, une longue pause. Et puis elle a dit, « Oh, chérie,
Je suis sûr que c'était juste une confusion. Tu sais comment est ton père. Il a probablement juste pris la mauvaise boîte. La mauvaise boîte. Comme s'il y avait des dizaines de montres gravées qui traînaient dans leur maison. Comme s'il était parfaitement normal que quelqu'un ne reconnaisse pas un cadeau que son propre fils lui a offert 12 mois plus tôt. Mais ce qui m'a vraiment touché, ce n'est pas l'excuse. C'est la rapidité avec laquelle elle l'a trouvé. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Son premier instinct a été de protéger papa pour qu'il n'ait pas l'air d'être en tort. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, ce n'était pas une confusion, maman. Il ne l'a jamais portée. Il n'a même jamais ouvert la boîte après le matin de Noël. Il a oublié que je la lui avais offerte parce que ça n'avait pas d'importance pour lui. Parce que je n'ai pas d'importance pour lui. Pas de la même manière qu'Alexandre. Et c'est là que la conversation a pris exactement la tournure que je savais qu'elle prendrait. Elle s'est mise sur la défensive. Elle m'a dit que j'en faisais tout un drame. Elle a dit qu'ils aimaient leurs deux garçons de la même manière et que je donnais trop d'importance à une simple erreur. Elle a évoqué la fois où ils sont venus à ma remise de diplôme à l'université, comme si assister à une cérémonie de 2 heures était la preuve de décennies de traitement égal. Elle a dit, ton père est fier de toi, Lucas. Il le montre juste différemment. Différemment. C'est un joli mot pour dire, pas du tout. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, d'accord, maman. Je t'entends, et j'ai raccroché. C'était le 1er janvier. Le 3 janvier, j'ai reçu un appel d'Alexandre. Alexandre et moi ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas proches non plus. Nous sommes le genre de frères qui s'envoient un SMS pour un anniversaire et qui se voient peut-être 5 ou 6 fois par an lors de réunions de famille. Ce n'est pas un mauvais gars, mais il n'a jamais eu, de toute sa vie, à se demander si nos parents tenaient à lui. Il est donc complètement aveugle à ce que j'ai pu vivre. Il a appelé pour me dire que maman était contrariée, qu'elle trouvait que j'étais injuste envers papa. Il a dit, Lucas, allez, mec. Papa a 67 ans. Il oublie des choses. Ce n'est pas si grave. J'ai dit, Alexandre. Il m'a rendu mon propre cadeau. Un cadeau qui m'a coûté 600 €. Un cadeau que j'ai fait graver avec ses initiales et il n'en avait aucune idée. Alexandre est resté silencieux une seconde, puis a dit, d'accord, ouais, ce n'est pas génial, mais tu sais comment il est. Ce n'est pas un sentimental. Il a pleuré quand tu as été promu l'année dernière. Je suis resté silencieux. Un long silence cette fois, parce qu'il savait que j'avais raison. Papa avait littéralement eu la gorge nouée au dîner de famille quand Alexandre avait annoncé sa promotion au poste d'associé principal. Il l'avait pris dans ses bras, avait dit qu'il était fier, la totale. Pendant ce temps, quand je leur avais annoncé que j'avais été promu architecte système principal 6 mois plus tôt, papa avait hoché la tête et dit, tant mieux pour toi, mon grand, avant de retourner à la découpe du poulet rôti. Alexandre a dit, je ne sais pas ce que tu veux que je dise, mec. Je lui ai dit, je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux juste que tu arrêtes de faire comme si ça n'arrivait pas, il ne m'a pas rappelé après ça. Pas pendant un moment. C'est ici que les choses se sont vraiment envenimées. Environ 2 semaines plus tard, mi-janvier, maman m'a invité au dîner du dimanche. Elle a dit qu'elle voulait que toute la famille soit réunie, que ça faisait trop longtemps. J'ai failli dire non, mais une partie stupide et pleine d'espoir en moi a pensé que c'était peut-être sa façon d'arranger les choses. Peut-être qu'elle parlerait à papa. Peut-être qu'ils avaient réalisé quelque chose. J'y suis allé. Margot avait préparé des lasagnes. Les enfants couraient partout. Papa était dans son fauteuil à regarder un match de rugby. Tout était exactement normal, ce qui aurait dû être mon premier indice. Nous nous sommes assis pour manger et, à peu près à la moitié du dîner, maman s'est éclaircie la gorge et a dit, « Alors, Lucas, ton père et moi avons discuté, et nous voulons que tu saches que nous sommes désolés pour cette histoire de cadeau. C'était une simple erreur. Et nous espérons que tu pourras passer à autre chose. » C'était tout. C'était ça, la grande réconciliation, des excuses scénarisées qui donnaient l'impression d'avoir été rédigées par un service de ressources humaines. Et papa ne les a même pas présentées lui-même. Il est resté assis là à manger du pain à l'ail comme s'il assistait à la réunion de quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Papa, sais-tu au moins ce qu'était le cadeau ?» Il a levé les yeux, a mâché,
a avalé, et a dit, c'était une montre, non? Une belle. C'était une montre que j'avais fait graver avec tes initiales et l'année de ta retraite, ai-je précisé. Je t'ai écrit une carte sur l'importance que ton éthique de travail avait pour moi. Te souviens-tu de la carte? Il m'a fixé pendant une seconde et a ensuite dit, Lucas, j'apprécie tout ce que tu fais. N'en faisons pas toute une histoire. N'en faisons pas toute une histoire. Je porterai cette phrase avec moi pour le reste de ma vie. Parce qu'en quelques mots, mon père m'a dit exactement où je me situais. Mes sentiments, ma blessure, toute mon expérience d'avoir été ignoré pendant 29 ans, c'était pour lui, toute une histoire. Un inconvénient, une perturbation de son dîner dominical. J'ai regardé autour de la table. Maman fixait son assiette. Alexandre regardait son téléphone. Margot coupait des lasagnes en tout petits morceaux pour Chloé. Personne n'allait rien dire. Personne n'allait prendre ma défense. Personne n'allait même reconnaître que ce qui venait de se passer était inacceptable. Alors, je me suis levé. J'ai posé ma serviette sur la table et j'ai dit très calmement, je crois que je vais y aller. Maman a dit, Lucas, assieds-toi. Tu réagis de manière excessive. Et ce mot, excessive, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car j'avais passé ma vie entière à sous-réagir. J'avais passé des décennies à ravaler chaque affront, à excuser chaque moment d'indifférence, à me dire que c'était bien, que c'était normal. Les pères sont comme ça. Les familles sont comme ça. Et la seule fois où j'ai essayé de dire que cela me blessait, c'est moi qui compliquais les choses. J'ai dit, je ne réagis pas de manière excessive, maman. Je réagis pour la première fois, et je pense que c'est ça qui te fait peur. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec les fenêtres baissées, même si on était en janvier et qu'il faisait un froid glacial. J'avais besoin de ce froid. J'avais besoin de ressentir quelque chose d'autre que la déception engourdie d'être invisible pour les personnes qui étaient censées me voir en premier. Je me suis garé sur le parking de mon immeuble et je suis resté assis là encore une fois, moteur allumé, chauffage éteint, mon souffle formant de petits nuages dans l'air. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'Alexandre. Il disait, c'était plutôt intense, mec. Maman est vraiment contrariée. Pas, est-ce que ça va? Pas, je te comprends. Juste, maman est vraiment contrariée. Parce que même à ce moment-là, l'inquiétude concernait quelqu'un d'autre. La priorité était les sentiments de quelqu'un d'autre. Les miens n'étaient que le sous-produit gênant du fait d'avoir enfin dit la vérité. Je n'ai pas répondu. Je suis rentré, je me suis fait un café, et je suis resté assis à la table de ma cuisine jusqu'à 2 heures du matin, à fixer le mur et à me demander ce que j'étais censé faire de tout cela. Parce que le problème, quand on voit enfin la vérité, c'est qu'on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas recommencer à faire semblant que la maison n'est pas en feu une fois qu'on a senti la fumée. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me battre avec ma famille. Je n'allais pas crier, ni envoyer de longs SMS émotionnels, ni exiger des excuses qui ne viendraient jamais. J'allais faire quelque chose qui me faisait bien plus peur que n'importe quelle confrontation. J'allais arrêter d'essayer. J'allais arrêter de jouer la comédie. J'allais arrêter d'être celui qui appelait, celui qui arrivait en avance, celui qui se souvenait des préférences, des allergies et des anniversaires de tout le monde. J'allais prendre du recul et voir si quelqu'un remarquerait mon silence. Et laissez-moi vous dire, ce qui s'est passé ensuite m'a brisé le cœur et l'a reconstruit en même temps. Alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'envoyer des SMS. J'ai arrêté d'être le premier à tendre la main, celui qui organisait, celui qui s'assurait que tout le monde se sentait inclus. Je me suis tu, tout simplement. Et je voudrais vous dire que c'était valorisant et libérateur, toutes ces choses que les gens disent quand ils fixent enfin une limite. Mais la vérité, c'est que pendant les premières semaines, ce fut la plus grande solitude que j'ai jamais ressentie. Janvier s'est transformé en février, et mon téléphone était calme. Pas silencieux, car j'avais toujours des emails professionnels et une discussion de groupe avec mes amis de l'université. Mais de la part de ma famille, rien. Maman a envoyé un SMS une fois, le 19 janvier, pour me demander si je savais où elle avait mis le couvercle de sa mijoteuse. Je lui ai dit de vérifier le placard au-dessus du frigo. Elle a répondu « Merci » avec un smiley. Ce fut tout pendant 3 semaines. Papa ne m'a pas contacté du tout. Pas un appel, pas un SMS,
pas même un de ces mêmes qu'il transfère à Alexandre. Je sais qu'il les envoie parce qu'Alexandre me les montrait. Je me disais que c'était parce que papa n'était pas doué en technologie, mais l'homme a une tablette et un compte Facebook. Il n'a simplement pas pensé à m'inclure. Alexandre m'a envoyé un SMS une fois début février. Il disait « Eh, tu vas bien ?» 4 mots et un point d'interrogation. J'ai répondu « Ouais ». Il a ajouté un cœur au message. Fin de la conversation. Je veux être honnête avec vous sur l'effet que ce silence a eu sur moi. J'ai commencé à tout remettre en question. Peut-être que je réagissais de manière excessive. Peut-être que cette histoire de montre n'était vraiment qu'une erreur. Peut-être que j'étais égoïste et immature, et que j'allais détruire ma famille pour un bijou. J'ai passé des nuits assis sur mon canapé à ne rien fixer, ressassant en boucle la même chose dans ma tête. Est-ce que j'ai tout exagéré? Suis-je le problème? Est-ce que c'est ça, être la personne difficile? Mais ensuite, je me souvenais du visage de mon père à cette table. De la façon dont il avait dit « N'en faisons pas toute une histoire ». De la façon dont maman s'était empressée de minimiser la situation avant même que j'aie terminé ma phrase. De la façon dont la seule préoccupation d'Alexandre était que maman soit contrariée. Et je me rendais compte que non, je n'étais pas le problème. Le problème était une famille qui s'était habituée à m'ignorer depuis si longtemps que ma douleur était devenue une interruption. Le point le plus bas a été atteint fin février. C'était un samedi soir et j'étais dans mon appartement, en train de manger des céréales pour le dîner parce que je n'avais pas la force de cuisiner. Mon pote Maxime m'a appelé. Max et moi sommes amis depuis la première année d'université. C'est le genre de gars qui ferait 4 heures de route pour vous aider à déménager un canapé et refuserait ensuite de vous laisser lui payer le dîner. Un vrai ami. Il a deviné que quelque chose n'allait pas. Et quand Max vous demande ce qui ne va pas, il n'accepte pas un « je vais bien » comme réponse. Il attend, c'est tout. Alors je lui ai tout raconté. La montre, le dîner, le silence, tout. Il est resté silencieux une minute, puis il a dit « Lucas, à quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose juste pour toi? Pas pour le travail, pas pour ta famille, pas pour qui que ce soit d'autre, juste pour toi. » Je n'ai pas su quoi répondre. Je ne pouvais littéralement pas me souvenir de la dernière fois. Il a dit « C'est ça, ton problème, mec. Tu t'es investi dans des gens qui ne s'investissent pas en retour et maintenant tu es vide. Tu dois te recentrer sur toi-même. » Ça sonne comme une phrase de développement personnel, je sais, mais parfois la vérité est simple. J'avais dépensé tellement d'énergie à essayer de gagner l'attention de ma famille que j'avais oublié de construire une vie qui n'en dépendait pas. C'est donc ce que j'ai commencé à faire. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie dans un atelier partagé près de mon appartement. J'avais toujours été intéressé par la construction d'objets, le travail manuel, mais je n'avais jamais pris le temps de le faire parce que les week-ends étaient généralement réservés aux activités familiales. Le cours avait lieu le samedi matin, enseigné par un menuisier à la retraite nommé Marcel, qui avait l'air d'avoir été taillé dans le chêne lui-même. Le gars avait des avant-bras comme des troncs d'arbres et une voix de gravier. Mais c'était le professeur le plus patient que j'ai jamais eu. Il se tenait derrière vous pendant que vous essayiez de couper un assemblage en queue d'aronde et disait « Ralentis, mon garçon. Le bois ne va nulle part. » Quelque chose dans cette stabilité m'apaisait. J'ai commencé à attendre les samedis matins avec plus d'impatience que n'importe quel autre moment de ma semaine. En mars, il s'est passé autre chose que je n'attendais pas. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Camille. Elle était chef de projet dans une entreprise de génie civil, et je l'ai rencontrée à l'anniversaire d'un ami sur le toit-terrasse d'un bar en centre-ville. Elle se tenait près de la rambarde et se disputait avec quelqu'un pour savoir si un hot-dog était un sandwich, et elle gagnait. Elle m'a plu immédiatement. Camille était différente de toutes celles avec qui j'étais sorti auparavant. Elle était directe, pas impolie, juste honnête d'une manière qui ressemblait à une bouffée d'air frais après des années passées dans une famille où personne ne disait ce qu'il pensait. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai parlé de la montre. Je ne l'avais pas prévu. C'est venu dans la conversation parce qu'elle m'a interrogé sur ma famille, je suis devenu silencieux et, comme Max, elle ne m'a pas lâché. Quand j'ai fini de lui raconter, elle m'a regardé et a dit « Lucas, ce n'est pas une confusion. C'est quelqu'un qui te montre ta place sans utiliser de mots. » Personne ne l'avait jamais formulé aussi clairement. Et entendre quelqu'un d'autre valider ce que je ressentais a provoqué un déclic en moi.
Je n'étais pas fou. Je ne faisais pas un drame. J'étais une personne qui avait été silencieusement dévalorisée par les personnes censées la valoriser le plus. Et j'avais tout à fait le droit de prendre mes distances. Le printemps est arrivé et j'ai commencé à trouver mon rythme. Le travail se passait bien. Je dirigeais un projet majeur de migration de serveurs que ma patronne, une femme brillante nommée Hélène qui dirigeait le service d'une main de maître, m'avait fait confiance pour gérer entièrement. Quand nous l'avons livré avec 2 semaines d'avance, elle m'a pris à part et a dit, « Tu sais, Lucas, tu es le genre de personne qui rend tout le monde meilleur autour de lui. Je ne pense pas que tu l'entendes assez souvent. » J'ai failli m'effondrer juste là, dans la salle des serveurs. Je passais mes week-ends à construire des choses. Marcel m'avait fait travailler sur une table d'appoint qui commençait vraiment à ressembler à un meuble et non à une catastrophe. Camille et moi nous voyions régulièrement. Et c'était simple, d'une manière que les relations n'avaient jamais été pour moi auparavant. Elle n'avait pas besoin que je joue un rôle. Elle n'avait pas besoin que je sois impressionnant ou extraordinaire. Je lui plaisais, tout simplement. Moi, le mangeur de céréales au dîner, conduisant une voiture avec un pare-chocs abîmé. Moi. Et voici la chose la plus surprenante, moins je courais après l'approbation de ma famille, plus je réalisais l'énergie que cela m'avait coûté. C'était comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres pendant 29 ans et que je l'avais enfin posé. Je pouvais respirer. Je pouvais penser à ce que je voulais au lieu de ce qui ferait que mes parents me remarqueraient. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai commencé à rire davantage. Max a dit que je semblais plus léger. Et il avait raison. En avril, je n'avais pas vu ma famille depuis 3 mois. Maman avait appelé 2 fois, les 2 fois pour des questions pratiques. Une fois à propos d'un mot de passe pour le service de streaming que je leur avais installé. Une autre pour savoir si je venais pour Pâques. J'ai dit non pour Pâques. Elle a dit, « Oh, d'accord. Eh bien, tu vas nous manquer. » Et c'était tout. Pas de relance. Pas de « pourquoi pas ?» Pas de « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Juste « d'accord. » Papa n'avait toujours pas appelé. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas blessé. Ça m'a blessé. À chaque fois que je vérifiais mon téléphone et que je ne voyais rien de sa part, c'était comme une minuscule coupure de papier. Mais les coupures guérissent. Et je construisais quelque chose, maintenant. Une vie qui était la mienne. Une vie où j'étais vu et valorisé, et où j'étais suffisant. Non pas parce que je l'avais mérité avec des montres gravées et des cartes attentionnées, mais simplement parce que je me présentais tel que j'étais. J'étais debout dans l'atelier de Marcel un samedi de fin avril, en train de poncer les pieds de ma table d'appoint quand mon téléphone a sonné. C'était Alexandre. Et le ton de sa voix m'a immédiatement indiqué que quelque chose avait changé. Il a dit, « Lucas, il faut qu'on parle. L'anniversaire de mariage de maman et papa est en juin, et ils veulent faire une grande fête. Toute la famille sera là et ils te veulent là. » J'ai posé le papier de verre et j'ai dit, « Ils me veulent là où ils ont besoin que je sois là parce que ça ferait bizarre si je n'y étais pas ?» Alexandre n'a pas répondu tout de suite, et dans cette pause, j'ai su exactement ce qui se passait. Ma famille ne s'était pas soudainement rendu compte que je leur manquais. Ils avaient réalisé que d'autres personnes pourraient remarquer mon absence, et c'était une chose très différente. La décision que j'ai prise concernant cette fête d'anniversaire, je l'ai planifiée très soigneusement, et elle a tout changé. Après l'appel d'Alexandre, je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir et que je le tiendrais au courant. Il a dit, « Allez, Lucas. Ne complique pas les choses. » Ce qui était culotté, étant donné que ce n'était pas moi qui avais compliqué les choses. J'étais juste le premier à arrêter de faire comme si c'était normal. Je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis assis à la table de ma cuisine avec une bière et j'y ai réfléchi. La fête était pour les 35 ans de mariage de mes parents. Apparemment, maman la préparait depuis des mois. Une grande garden party chez eux, avec un traiteur, la famille élargie, les voisins, toute la mise en scène. C'était exactement le genre d'événement où les apparences comptaient, et mon absence susciterait des questions auxquelles ma famille ne voulait pas répondre. J'ai appelé Camille. À ce moment-là, nous étions ensemble depuis environ 2 mois et elle était devenue la personne à qui je parlais de tout. Non pas parce que je me déchargeais sur elle, mais parce qu'elle avait cette façon d'écouter qui donnait à mes pensées un poids réel. Je lui ai parlé de la fête et elle a dit, « Qu'est-ce que tu veux faire ?»
Pas ce que tu penses devoir faire. Qu'est-ce que tu veux? J'ai répondu, honnêtement, une partie de moi veut y aller et être la personne mature, et une autre partie de moi veut rester à la maison et les laisser expliquer ma chaise vide. Elle a dit, les deux sont valables, mais quelle décision te rendra fier de toi dans 5 ans? Cette question m'a accompagné pendant des jours. Le fait est que je ne voulais pas être mesquin. Je ne voulais pas punir mes parents en étant absent à leur fête d'anniversaire. Ce n'était pas qui j'étais. Mais je ne pouvais pas non plus y aller et rejouer le rôle du joyeux Lucas, le second fils facile à vivre, juste ravi d'être inclus. Cette version de moi était partie à la retraite. J'en ai parlé à Max pendant le déjeuner la semaine suivante. Il avait une perspective différente. Vas-y, a-t-il dit la bouche pleine de sandwich. Mais vas-y à tes propres conditions. N'y va pas comme le gamin qui a été ignoré. Vas-y comme l'homme qui connaît sa valeur. Il y a une différence. Et ça ressemble à quoi, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Ça ressemble à toi qui entre là-bas la tête haute, poli, présent, mais sans jouer la comédie. Tu n'as pas besoin de faire un discours ou de déclencher une scène. Sois juste toi-même. S'ils ne peuvent pas te voir alors que tu es juste devant eux, c'est leur problème, pas le tien. J'ai décidé d'y aller, mais j'ai aussi décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des mois. J'allais écrire une lettre. Pas un long manifeste dramatique, ni une liste de griefs, juste une lettre honnête et claire à mes parents, expliquant ce que j'avais ressenti et pourquoi j'avais pris mes distances. Je voulais qu'ils l'aient par écrit, car à chaque fois que j'essayais de dire ces choses à voix haute, elles étaient minimisées, détournées ou transformées en « Lucas fait un drame ». Une lettre ne pouvait pas être interrompue. J'ai passé une semaine à l'écrire. J'y travaillais après le dîner, assis à la table d'appoint que j'avais construite dans l'atelier de Marcel, qui était maintenant dans mon salon et avait l'air étonnamment bien. J'ai écrit, réécrit et corrigé jusqu'à ce que chaque phrase dise exactement ce que je voulais dire. Aucune exagération, aucune accusation, juste la vérité. J'ai écrit sur le fait d'avoir grandi en ayant l'impression d'être une pensée secondaire. Sur le fait de voir Alexandre être célébré pour des choses que j'avais aussi accomplies, mais que personne ne remarquait. Sur la montre, ce qu'elle signifiait pour moi et ce que ça faisait d'ouvrir cette boîte le matin de Noël pour réaliser que mon propre père ne se souvenait pas de qui la lui avait offerte. J'ai écrit sur le dîner où papa a dit « N'en faisons pas toute une histoire ». Et comment ces quelques mots m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le sérieux avec lequel mes sentiments étaient pris. J'ai écrit sur le silence après mon retrait et comment il a confirmé ce que j'avais toujours craint, que ma présence était aussi remarquée qu'une application en arrière-plan sur leur téléphone. Mais j'ai aussi écrit sur ce que j'étais en train de construire. Mon travail, mon atelier, ma relation amoureuse, mes amitiés. J'ai écrit que je n'étais pas en colère. J'étais juste lucide. Et la lucidité signifiait que je ne pouvais pas continuer à m'impliquer dans une dynamique qui ne m'apportait rien en prétendant que tout allait bien. J'ai terminé la lettre en disant que je serais à la fête d'anniversaire parce que je les aimais, mais que les choses allaient être différentes à l'avenir. Je n'allais plus leur courir après. Je n'allais plus être celui qui appelait le premier, qui arrivait en avance, ou qui prétendait que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. S'ils voulaient une relation avec moi, ils allaient devoir en construire une. Une vraie, pas une où je ferais tout le travail et où ils en récolteraient les bénéfices. J'ai mis la lettre dans une enveloppe et j'ai prévu de la leur donner après la fête, pas pendant. Je n'essayais pas de créer un esclandre. Je voulais juste qu'ils la lisent quand ils seraient seuls, à leur rythme, sans public ni possibilité de détourner la conversation. La fête était prévue pour le 2e samedi de juin. Dans les semaines qui ont précédé, je me suis concentré sur mon travail, sur Camille, sur la finition d'un nouveau projet à l'atelier, une étagère cette fois, plus ambitieuse que la table d'appoint. Mais Marcel a dit que j'étais prêt. Je me sentais stable, ancré d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quoi qu'il arrive à cette fête, je savais qui j'étais, et pour la première fois, c'était suffisant. Camille a accepté de venir avec moi. Elle n'avait jamais rencontré ma famille, et j'ai été honnête avec elle sur ce à quoi elle devait s'attendre. J'ai dit, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils ne sont juste pas doués pour me voir. Donc, si j'ai l'air d'être un figurant à la fête de ma propre famille, c'est parce que je l'ai été pendant la majeure partie de ma vie. Elle m'a regardé et a dit, tu n'es le figurant de personne, Lucas. Et puis elle m'a embrassé et m'a dit d'arrêter d'être aussi dramatique. Ce qui m'a fait rire,
parce qu'elle était la seule personne qui pouvait me dire ce mot sans qu'il ne pique. Le matin de la fête, j'ai mis une belle chemise, j'ai chargé l'étagère que j'avais construite dans ma voiture comme cadeau d'anniversaire, et je suis allé chercher Camille. Pendant le trajet, j'étais calme. Pas engourdi, pas en train de me préparer à l'impact. Juste calme, comme si j'avais déjà fait la paix avec ce qui allait se passer, parce que le résultat ne déterminait plus ma valeur. Nous nous sommes garés devant la maison de mes parents vers midi. Le jardin était décoré, des tables étaient dressées, des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres. Maman avait fait les choses en grand. Il y avait peut-être 40 ou 50 personnes qui déambulaient, de la famille éloignée que je n'avais pas vue depuis des années, des voisins, quelques amis de la paroisse de mes parents. C'était magnifique. Je lui accorderai ça. Alexandre m'a repéré le premier. Il s'est approché, une bière à la main, et a dit « Eh, mec. Content que tu sois venu. » Il a regardé Camille et a tendu la main. « Je suis Alexandre, le frère. » Camille lui a serré la main et a dit « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » La façon dont elle l'a dit, parfaitement neutre, m'a fait l'aimer un peu plus. J'ai porté l'étagère par derrière et j'ai trouvé maman près de la table du traiteur, en train d'ajuster le placement des serviettes comme si le sort du monde libre en dépendait. Elle s'est retournée, m'a vu, et ses yeux se sont écarquillés. « Lucas, tu es venu. » M'a-t-elle dit en me prenant dans ses bras, et c'était un vrai câlin, pas une petite tape sur l'épaule. Puis elle a vu l'étagère. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « Je l'ai construite, ai-je dit. Dans un cours de menuiserie que je suis. Joyeux anniversaire. » Elle l'a fixé du regard, a passé sa main sur le bord. Puis elle a dit, « Tu as construit ça toi-même ?» Entièrement, ai-je confirmé. Elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Quelque chose entre la surprise et quelque chose de plus profond, comme si elle me voyait pour la première fois et réalisait que j'avais été là tout ce temps. Elle a dit, « Lucas, c'est magnifique. » Mais ce moment a été écourté parce que la tante Corinne est arrivée en posant des questions sur le traiteur, et maman a été entraînée ailleurs. Camille m'a serré la main. Papa était de l'autre côté du jardin, près du barbecue, en train de parler à un voisin. Je l'ai observé une minute. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus petit en quelque sorte. Quand il m'a vu, il a hoché la tête. Juste un signe de tête. Comme d'habitude. J'ai répondu par un signe de tête. La fête a continué. Les gens ont mangé, les gens ont ri. Alexandre a porté un toast charmant, bien articulé, qui a fait pleurer tout le monde. Je me tenais à l'arrière et regardais ma famille jouer ses rôles à la perfection. Mais quelque chose était différent cette fois. Je n'essayais pas de me faufiler dans le cadre. Je ne cherchais pas à obtenir une mention ou un moment de reconnaissance. J'étais juste là, présent, mais sans jouer la comédie. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Je me suis senti libre. Ce qui s'est passé après le toast d'Alexandre, par contre, je ne l'ai pas du tout vu venir. Après son discours, les gens ont applaudi, les verres ont tinté, et maman s'essuyait les yeux. Puis l'oncle Henri, le frère de mon père, qui est perpétuellement à 3 bières et n'a aucun filtre, s'est levé et a dit, « Très bien, on a assez entendu le fils préféré. Écoutons l'autre maintenant. Lucas, viens ici. » Je me suis figé. Camille m'a lancé un regard qui disait, « Tu n'es pas obligé, mais tu pourrais aussi », tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, mais l'oncle Henri applaudissait déjà. D'autres se sont joints à lui. Et soudain, je marchais vers l'avant sans rien avoir préparé et avec un rythme cardiaque qui aurait pu alimenter une petite ville. Je me suis tenu à côté de la table où mes parents étaient assis. Papa me regardait avec son expression indéchiffrable habituelle. Maman avait les mains jointes comme si elle priait pour que je ne dise pas quelque chose qui nécessiterait une séance de rattrapage plus tard. J'ai regardé la foule et j'ai dit, « Je ne suis pas vraiment du genre à faire des discours, alors je vais faire court. Maman, papa, 35 ans, c'est long. C'est plus que ce que la plupart des gens accomplissent. Et cela signifie quelque chose. Je sais que je ne suis pas le fils qui porte les grands toasts. » J'ai regardé Alexandre. C'est son rayon. Mais je veux dire quelque chose que je porte en moi depuis un moment. Le jardin est devenu silencieux. Même les enfants ont arrêté de courir. Quand j'étais enfant, ai-je continué,
je regardais papa rentrer du travail tous les soirs à la même heure. 17h45. Il accrochait sa veste au même crochet. Se lavait les mains à l'évier de la cuisine et s'asseyait à table tous les jours. Et je pensais que c'était à ça que ressemblait l'engagement. C'est ce que signifie être présent. Papa me regardait maintenant. Il me regardait vraiment. Pas un regard en coin, pas un signe de tête. Toute son attention. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer d'être quelqu'un pour qui cela valait la peine d'être présent, ai-je dit, et je ne vais pas faire comme si ça s'était toujours passé comme je le voulais. Mais je dirais ceci, la meilleure chose que j'ai jamais apprise de cette famille. C'est qu'être présent, ça compte. Même quand c'est difficile, même quand on n'est pas sûr que quelqu'un le remarque. J'ai regardé papa. Alors, joyeux anniversaire. Je suis heureux que vous ayez tous les deux continué à être présents, et j'espère qu'à l'avenir, nous deviendrons tous un peu meilleurs à ça. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin. Je suis retourné là où se tenait Camille, elle m'a pris la main et a dit, c'était parfait. Et c'était vrai, non pas parce que c'était éloquent ou dramatique. C'était parfait parce que c'était honnête et que, pour la première fois, j'avais dit ce que je pensais devant ma famille sans m'en excuser. La fête a continué. Les gens ont recommencé à manger et à rire, mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. Maman n'arrêtait pas de me regarder avec une expression que je ne peux décrire que comme déconcertée, comme si elle venait de réaliser que les meubles avaient été déplacés sans qu'elle ne sache quand. Et puis, environ 1 heure plus tard, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas. Papa est venu me trouver. J'étais près de la clôture avec Camille, en train de parler à ma cousine Amélie de ses études d'infirmière. Papa s'est approché, les mains dans les poches, et a dit, « Lucas, je peux te parler 1 minute. » Camille m'a serré le bras et s'est éloigné. Papa et moi avons contourné la maison jusqu'à l'allée, loin de la fête. Il s'est appuyé contre sa voiture et n'a rien dit pendant environ 30 secondes. Il est juste resté là, à regarder le sol. Puis il a dit, je ne savais pas, pour la montre. J'ai dit, je sais, papa. Il a repris, non, je veux dire, je ne savais pas avant que ta mère ne me le dise en janvier, après ton appel. Et quand elle me l'a dit, je ne l'ai pas cru. Je suis allé chercher la boîte dans mon placard, je l'ai retournée, j'ai vu la gravure et j'ai juste, il s'est arrêté. S'est frotté le visage avec la main. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant un long moment, Lucas. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Je ne suis pas doué pour ce genre de choses, a-t-il dit. Je ne l'ai jamais été. Mon propre père ne l'était pas non plus. Il travaillait, il rentrait à la maison, il allait se coucher. Et je me suis dit que j'étais meilleur parce que j'ai entraîné ton équipe de foot et que je suis allé à tes spectacles à l'école. Mais être là. Ce n'est pas la même chose qu'être présent. Je le sais maintenant. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Mon père, que j'avais vu pleurer une seule fois dans ma vie, à l'enterrement de sa propre mère, se tenait dans son allée, le jour de son 35e anniversaire de mariage, avec les yeux rouges à cause de moi. J'ai porté la montre, a-t-il dit. Après que ta mère me l'a dit. Je l'ai mise et je l'ai portée tous les jours depuis janvier. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû t'appeler. Je ne savais juste pas comment commencer. J'ai regardé son poignet et elle était là. La montre. Ma montre. Bracelet en cuir. Mouvement automatique. Ses initiales et l'année de sa retraite gravées au dos, légèrement éraflées maintenant, ce qui voulait dire qu'il l'avait portée pour de vrai. Pas pour faire de la figuration. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine. Pas la sensation de béton du matin de Noël. Quelque chose de plus chaud. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Papa, ai-je dit, je n'ai pas besoin que tu sois parfait. J'ai juste besoin que tu me vois. Il a hoché la tête lentement. Je te vois, Lucas. J'aurais dû dire ça il y a longtemps. C'est toi qui as construit cette étagère? Oui. C'est le plus beau cadeau qu'on ait reçu aujourd'hui. Ne le dis pas à ton frère. J'ai ri. Un vrai rire. Et lui aussi. C'était court et maladroit, et ça a duré environ 3 secondes, mais ce fut le moment le plus honnête que j'ai jamais partagé avec mon père. Nous sommes retournés à la fête, et je ne dirai pas que tout a été réparé par magie. Ce ne fut pas le cas.
On ne défait pas des décennies de schémas en une seule conversation, mais c'était un début. Un vrai, pas des excuses scénarisées à une table de dîner, pas un, passons à autre chose. Un vrai début, inconfortable et vulnérable. Je leur ai donné la lettre après la fête. Maman l'a lue ce soir-là. Elle m'a appelé le lendemain matin et pour la première fois, elle n'a pas minimisé. Elle n'a pas éludé. Elle a dit, je l'ai lu 3 fois et tu as raison sur toute la ligne. Je ne sais pas comment nous avons laissé cela arriver, mais je suis désolé, Lucas. Vraiment désolé. J'ai dit, merci, maman. Ça compte beaucoup. Elle a posé des questions sur Camille. Elle a posé des questions sur la menuiserie. Elle a posé des questions sur mon travail. De vraies questions, pas des questions pour cocher des cases. Et quand je lui ai parlé de la promotion et du compliment d'Hélène, elle a dit, chérie, c'est incroyable. Et le fait est que je crois qu'elle n'en avait aucune idée, parce qu'elle n'avait jamais demandé. Au cours des mois suivants, les choses ont changé, lentement. Papa a commencé à m'appeler, pas toutes les semaines, mais régulièrement. Parfois juste pour parler de tout et de rien. Il posait des questions sur mes projets, sur Camille. Un samedi, il a conduit jusqu'à l'atelier de Marcel et a passé l'après-midi à me regarder construire des étagères flottantes. Il ne disait pas grand-chose, il était juste assis sur un tabouret et me passait des serre-joints quand j'en avais besoin. Marcel m'a dit plus tard, cet homme t'a regardé comme si tu avais décroché la lune, mon fils. Il n'a simplement pas encore les mots pour le dire. Alexandre et moi avons aussi eu une vraie conversation. Il a admis qu'il n'avait jamais pensé à la différence de nos expériences en grandissant. Je pensais juste que nous avions eu la même enfance, a-t-il dit. À son crédit, il a écouté. Après ça, il a fait plus d'efforts. Pas des choses pour la forme, juste appeler pour prendre des nouvelles, nous inviter, moi et Camille, à des événements, me traiter comme un frère, pas comme une pensée secondaire. Camille et moi avons emménagé ensemble en septembre. Max l'a approuvé immédiatement, ce qui comptait pour moi plus que je ne l'aurais cru. J'ai 30 ans maintenant. J'ai un travail dont je suis fier. Une femme qui me voit sans que j'aie à jouer un rôle. Des amis qui sont présents et une famille qui apprend à faire de même. Mes parents ne sont pas parfaits. Ils ne le seront jamais. Mais ils essaient. Et pour la première fois, je crois que l'effort est réel. La montre repose dans une boîte sur la table de nuit de papa maintenant. Maman m'a dit qu'il l'enlève tous les soirs et la pose là. Et chaque matin, il la remet. Elle m'a raconté qu'il lui avait confié un jour, ce garçon a mis plus de réflexion dans un seul cadeau que j'en ai mis dans 20 ans de conversation avec lui. Je ne ferai plus cette erreur. Je ne vous dis pas ça pour me vanter. Je vous le dis parce que parfois, les personnes qui vous déçoivent le plus sont aussi celles qui sont capables de changer, si vous êtes assez courageux pour leur dire la vérité et assez patient pour les laisser y réfléchir. Ce matin de Noël, quand j'ai ouvert cette boîte et vu mon propre cadeau me fixer, j'ai cru que c'était le pire moment de ma vie. Il s'avère que c'était le début du meilleur chapitre. Alors oui, c'est mon histoire. Je m'appelle Lucas. J'ai 30 ans. Je construis des meubles le week-end. Je suis amoureux d'une femme nommée Camille. Et mon père porte ma montre tous les jours. Je crois que tout est dit. Commentaire, ce récit me touche profondément par le courage nécessaire pour choisir sa propre paix. Apprendre à se respecter, c'est parfois cesser d'attendre une attention qui ne vient pas naturellement. Poser des limites saines n'est pas un acte de rejet, mais une invitation à reconstruire la relation sur des bases plus justes. On ne peut pas forcer les autres à nous voir, mais on peut décider de bâtir une vie où l'on se sent pleinement considéré. La véritable guérison commence souvent lorsqu'on cesse d'attendre des excuses pour commencer à vivre pour soi. Parfois, le plus grand acte de bienveillance est celui que l'on s'accorde à soi-même en s'éloignant de ce qui nous blesse. Exprimer sa vérité avec calme et honnêteté peut transformer une dynamique bien plus puissamment qu'un cri de colère. Vous méritez tous des relations où votre présence est une évidence, pas un effort constant. J'espère que cela vous inspirera à prendre soin de votre monde intérieur avec autant de dévouement que vous le faites pour les autres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.